André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pour le plaisir, prendre le temps en temps, de refaire la fin. Bonjour à tous. Voilà, on voulait démarrer cette émission en rendant hommage, bien entendu, à Herbert Léonard. Bonsoir Philippe David. Bonsoir, grand chanteur qui vient de nous quitter, qui avait fêté ses 80 ans mardi dernier. Encore un homme bien. Oui, un homme bien, exactement. Ouais. Vous l'aviez rencontré ? Non, moi jamais, mais c'était pas trop ma cam, mais moi j'aime, de toute façon, à partir du moment où ça touche les gens, j'aime la chanson populaire, donc Ah oui. paix à lui, paix à lui. Moi je l'aimais beaucoup, mais j'étais surpris par son âge, je pense qu'il était beaucoup plus vieux. Je sais pas pourquoi. Non, il avait 80 oui, ans. c'est un bel artiste avec des chansons super sympas. Moi, je l'aime beaucoup. En plus, ce qui me touche dans ce milieu, 40 ans de vie conjugale, des succès. Plus 57 ans, je crois, de vie conjugale avec sa femme, il me semble. Ah non, peut-être pas. Pas à ce je point-là. crois, si. Ah ben si vous en rajoutez, je suis 89 ans encore de plus vie conjugale. content. Et un refus de la médiatisation inutile, Ouais. c'est quelqu'un que j'aimais, et bien sûr une poéquette trop bien d'origine alsacienne. Oui. Bien Ah sûr. ben voilà, ça y est, Comme ça y on est. parle beaucoup des Pyrénées-Orientales. Et des Non, Pyrénées des tout court, Hautes-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, hein. Pyrénées. Ne mélangez pas les Attention à ce que torchons vous et les dites, serviettes, Philippe soyez Bilger. sympa. Ça commence fort. Ouais, ça commence, Pyrénées-Orientales, c'est Fauvergue. Ouais, c'est moi. Exagéré. C'est les petites Pyrénées, nous on est les hautes Pyrénées. Vous voyez, les cimes, ça respire. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Allez, au sommaire de cette émission, face au spectaculaire rapprochement États-Unis-Russie, l'Europe doit se préparer au pire scénario, prédit le futur chancelier allemand. Une OTAN privée de la sécurité américaine, notamment nucléaire. Les Européens devront donc compter uniquement sur les dissuasions françaises et britanniques. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les USA sont encore les alliés de l'Europe, puisque certains, y compris François Hollande, posent la question. Et à cette question, la sécurité en Europe peut-elle être garantie sans les USA ? Vous dites non à 69%. Vous voulez réagir ? Appelez-au dans toute sécurité au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h40. J'ai oublié de vous dire que le général Trinquant sera avec nous, bien entendu, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et puis le coup de projecteur, donc je disais, des Vraies Voix à 18h40, c'est l'équivalent belge de nos Césars. Les Magritte du cinéma ont perdu 91% de leur audience en 6 ans. À peine 15 000 cette année, animés par Charline Vanhoenacker. L'exécuteur testamentaire du Magritte mettent en cause l'évolution de les cérémonies qui sont souvent des tribunes politiques, un reproche souvent adressé aussi aux Césars ou encore aux Oscars. Alors parlons vrai, est-ce que les manifestations culturelles ont pour but de servir de tribune à telle ou telle cause ? Et à cette question, Magritte, César, Oscar, les cérémonies du cinéma sont-elles devenues des tribunes politiques ? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Gilles Boussingaud sera avec nous, ancien journaliste à TV Magazine. On vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec autour de cette table, bien entendu, Philippe Bilger, vous l'avez entendu. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir mes amis. Françoise de Goa est avec nous. Coucou les Bonsoir, amis. Françoise. Ça va Oui, très bien. Et Jean-Michel Oscar Fauvergue était aussi. quand même très puissant hier. J'ai trouvé Adrien Brody dans The Brutalist, c'est Ouais. merveilleux. Meilleur acteur, magnifique. Ah mais il paraît qu'il s'est comporté comme un goujat. Non, enfin, c'est pas le moment de le dire. Adrien Non, Brody, non. non, pas du tout. Il enlève son chewing-gum, vous vous rendez compte, Françoise, Non, mais et il le jette à sa femme. Mais vous avez regardé un Au peu. premier rang, Mais il l'attrape. Non, Ils mais se sont enfin, embrassés. C'était peut-être pas. sublime. non, le mais discours c'est d'Adrien Brody, lamentable. là. C'est Je sais pas ce lamentable. que vous regardez Et il trop. paraît qu'il a été beaucoup trop long dans son propos, Mais ça n'est pas. j'ai rien mais, entendu. Alors, vous n'avez pas vu alors Ouais, c'est si, qui c'est c'est le qui cas, nous c'est pas raconte très élégant quand même, hein. Mais Mais non, c'est ils vrai. se sont Ah bah embrassés non, tous les deux, Surtout ils qu'il aurait pu s'adorent le récupérer absolument. après en le collant derrière l'oreille. Non, comme Ou ça. alors, ça a le été- mettre sous sa ça a été chaussure, on sait absolument pas. Moi, j'ai pas dit exceptionnel. bonjour, donc je vous dis, Ça a mais été c'est un très grand exceptionnel. acteur. Mais non, mais son discours était super beau. Arrêtez un peu trop ce long, truc. paraît-il. Oui, vous faites trop, vous regardez laisser, trop une hein. certaine télé. Mais ça vous faites trop m'étonne des pas. plateaux. sur Mais une ils sont certaine- tous trop longs, Ah, généralement. comme nous d'ailleurs. Allez, les amis, pour éviter d'être trop court à notre Philippe du jour. Bonsoir Philippe. Ah, très bien. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à vous et à toute l'équipe. Philippe. Philippe qui nous appelle de hier, dans l'Essonne. Oui. Hier dans l'Essonne, oui. avec un Y, oui. Exactement. Et Philippe, vous vouliez revenir sur la liberté d'expression qui décroît, selon vous, au fur et à mesure. Ah oui, et puis vous avez commencé par les faits, j'ai l'impression. Oui, je voulais poser mon coup de gueule sur ce thème de la liberté d'expression. Qui, de mon point de vue, effectivement, disparaît peu à peu.
je dirais qu'ils seront loin de nous regretter des proches des Coluches. Et je voudrais, pour commencer, rappeler simplement l'article 11. Je suis allé le regarder de notre Constitution qui nous dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ». Je vous dis honnêtement, j'ai du mal à rester sérieux en lisant cet article au regard de 3 points que je vais aborder très rapidement. J'ai 64 ans, donc j'ai connu 2005, le référendum sur le traité constitutionnel et le vote des Français et de nos amis hollandais qui a été ignoré. Une liberté d'opinion bafouée, voilà. On continue en 2008, puisque le même texte est représenté non plus aux Français, mais aux 2 chambres, émanation, nous dit-on, des Français, mais ils ne suivent pas les 55% de Français, ils valident ce texte. Ça, c'était il y a 2005. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On vient d'avoir la suppression des maîtres pour 2 chaînes de la TNT, C8 et Énergie 12. Alors, le décideur, ce ne sont ni les Français, ni des parlementaires, mais un petit comité d'hommes gris, l'ARCOM, qui sont des gens non élus et qui jugent à la place des Français ce qui doit être dit ou pas dit, montré ou pas montré. Je dirais simplement, laissez-nous avec notre télécommande, et on est assez adultes pour choisir si on peut regarder ou pas regarder. Philippe, on va faire réagir. On va faire réagir les vraies voix, Philippe. Philippe Bilger. Le propos de Philippe venant d'hier est pourtant valable pour aujourd'hui. Au fond, est très bonne. Et je dirais que je le rejoins totalement sur le fait que la liberté d'expression en France est en train de décliner, malgré bizarrement la complaisance qu'on manifeste pour un grand nombre de vulgarités politiques et médiatiques. C'est un paradoxe. Françoise Devois. Non, moi je n'ai pas du tout de sentiment. Ce qui se dégrade, c'est pas du tout la liberté d'expression. C'est vite, j'aurais pas fermé parce que justement ça donne prise à ce genre d'argument. Mais bon, il a quand même été rappelé tant et tant de fois cette chaîne et la direction de cette chaîne à l'ordre pour des raisons simples de cahier des charges. Mais je pense que c'est plutôt le débat qui se dégrade, la polarisation qui se dégrade, la caricature qui se dégrade. Aujourd'hui, si vous aimez Gérald Darmanin et si vous trouvez qu'Emmanuel Macron est plutôt bon sur l'Ukraine, vous êtes un fasciste. Et si vous êtes pour la préservation de l'environnement et contre les bavures judiciaires, vous êtes forcément woke. Plus personne, tout le monde manie des mots comme ça et des concepts. Pour moi, ce qui est le danger, c'est plutôt la dégradation du débat public, plutôt que la liberté d'expression, qui est pas du tout menacée. Je pense qu'on peut raconter n'importe quoi dans ce pays, sur toutes les chaînes info, mais n'importe quoi. Et c'est pas grave, et ça me va très bien. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je suis complètement d'accord avec Philippe et je pense qu'il y a une régulation trop importante d'un certain nombre de choses, d'une manière générale. Et puis, en ce qui concerne le cas particulier de ce que fait l'ARCOM et le Conseil d'État derrière, à un certain moment, c'est une régulation politique des uns et des autres qui est intolérable à un certain moment. Je vous en parle d'ailleurs en connaissance de cause. À un certain moment, on n'a plus le sentiment d'avoir une liberté, en particulier quand on a appartenu à un parti et quand on en est parti de ce parti-là. Et on ne reconnaît pas cette liberté nouvelle que moi je réclame, par exemple. Merci beaucoup, Philippe. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu et le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On parlera de Dimitri Zoulas, dont je n'avais jamais entendu parler, qui est le patron de l'office anti-stup. Qui vient d'arriver, exactement. C'est mon Allez, copain. à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, les amis des vraies voix du lundi. On est le lundi combien, Philippe David? Nous sommes le lundi 3 mars. On est en mars. On est en mars. On est déjà en mars. C'est le mois des fous, je vous signale. Je me suis couché samedi, on était le 23 décembre. Et vous vous rendez... Non, vous avez eu une longue nuit. Vous avez bien dormi, je comprends que vous êtes aussi fraîche et guillerette. Mais ça passe tellement vite. Pourquoi ça passe vite comme ça? On ne voit pas le temps passer avec les vraies voix. C'est dingue. Ouais, enfin, il y a des jours où on le voit plus que d'autres passer. Nous, le lundi et le mercredi, alors là, on les sent passer. Là. J'étais sûr. Mais vous avez 8 ans le truc. Non, mais vous demandez les verges pour vous faire fouetter, alors je vous fouette. Mais je vous trouve c'est trop facile, Philippe. Non, mais c'est pour vous tester, savoir si vous êtes en forme. Parce que si vous n'avez pas répondu, j'aurais dit il y a une petite aplasie, là, une petite atonie. Mais là, non, ça va. Ça va. Ce qui vous reste de cerveau, si tant est qu'il y en ait eu un, fonctionne encore. Et ben voilà, au bon accueil, bonjour.
fait plaisir le lundi. En tout cas, Françoise de Goa, ça y est, c'est fait, vous l'avez entendu. Philippe Bilger est avec nous et Jean-Michel Fauvergue, bien entendu, qui est avec nous aussi. Et dans un instant, c'est Félix, j'allais dire un double entre Philippe et Félix. Félix Mathieu est avec nous. Bonsoir. De quoi parle-t-on dans un instant? On va parler d'Emmanuel Macron qui s'en prend à l'amateurisme du RN sur la question de la dissuasion nucléaire, du ministère de l'économie aussi, qui présente un plan transparence pour ne plus cacher les dérapages budgétaires dans les placards. Et puis de l'hommage à Herbert Léonard de son ami Julien Lepers qui lui avait composé Pour le plaisir. En 3 mots, amateurisme, transparence et plaisir. Et tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur Dimitri Zoulas, que vous ne connaissiez pas, mais qui est un ami de Jean-Michel Fauvergue, que vous allez requérir, monsieur le procureur. Alors, Jean-Michel serait beaucoup plus compétent pour parler de cet homme. J'ai eu envie de parler un petit peu de lui parce qu'il a donné sa première interview dans Le Point et je n'ai pas l'impression qu'il va innover profondément dans le domaine qui est le sien. Ce qui m'a intéressé, c'est sa volonté d'intervenir dans les procédures, dans le bon sens du terme, de les simplifier, de les faire accélérer. Et un autre élément me semble important dans ce qu'il a dit au Point, c'est qu'il a indiqué qu'il faut cesser de se glorifier lorsqu'on fait des saisies de millions ou de marchandises, cocaïne, héroïne ou autres, mais qu'au contraire, il faut s'attaquer très directement aux groupes criminels où qu'ils soient. Et donc, ça n'est peut-être pas très nouveau pour vous, mon cher Jean-Michel, mais j'ai l'impression qu'il prend véritablement le problème du narcotrafic à bras-le-corps, à bras-l'esprit, si j'ose dire, et il va faire du très bon travail, je n'en doute pas. Et d'ailleurs, je vous ai entendu récemment faire une brillante conférence sur votre conception de la drogue, et je suis persuadé que sur le narcotrafic, vous êtes d'accord avec lui. Françoise de Goa et Jean-Michel Fauvergue. D'abord, pour dire que Dimitri est un excellent collègue. Il a été attaché de sécurité intérieure en Grèce et il parle couramment le grec, vu ses origines. Mais c'est un super flic. C'est un super flic. Je voulais lui rendre hommage. Sur les stupes, il faut savoir qu'on est pris dans un étau aujourd'hui. La mâchoire du bas de cet étau, c'est les trafics de rue qui sont de plus en plus violents et de plus en plus nombreux parce qu'il y a beaucoup de fric. Énormément de fric. Et la mâchoire du haut, c'est effectivement les narcotrafiquants qui viennent de l'extérieur. Et on parle de plusieurs milliards un milliard de milliards par an de recettes et d'argent sale. Et la problématique des stupes aujourd'hui, c'est aussi l'argent sale. Et effectivement, il faut s'attaquer à ces narcotrafiquants. Alors, Dimitri Zoulas va le faire dans le cadre de sa compétence, mais c'est pas ça bien sûr qu'il faut le faire là-dessus, mais ceux qui détiennent le vrai pouvoir de une politique et de la stratégie, c'est les politiques. Et la stratégie de la lutte contre les stupéfiants, elle n'a jamais existé parce qu'il n'y a jamais eu de consensus dessus. Donc il faut un consensus politique pour s'attaquer à ça, sans quoi notre société, et c'est ce que dit Dimitri Zoulas dans l'article que vous citez, notre société va être pourrie par le bas et par le haut, et c'est quelque chose d'absolument incroyable et qui se passe rapidement maintenant. C'est une force et une menace phénoménale. Françoise rien à ajouter, moi je pense que c'est parfait, j'ai laissé mon temps de parole à Jean-Michel. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? À part que c'est bien, je ne le connais pas, et je me dis qu'il faut lutter contre la drogue. Voilà, ça sera ma seule réflexion. Il dit dans cet article qu'il n'y a pas de mafia italienne en France comme en Italie. C'est pour ça qu'ils s'entretuent entre eux. Oui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réguler. Voilà, c'est un autre type de mafia. C'est un autre type de mafia. Oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs mafias en fait en Italie. La dangerosité, on l'a vu. Non, il y a la Ndrangheta qui est la Calabre, il y a la mafia sicilienne, il y a voilà donc bon. Merci beaucoup les amis. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont amateurisme, transparence et plaisir. Emmanuel Macron fustige l'amateurisme du RN après les critiques sur la dissuasion nucléaire française que le chef de l'État entendrait partager avec les autres pays européens. Comment ne plus mettre les déficits sous le tapis quand les finances dérapent? Le ministre de l'économie promet un plan d'action avec des mécanismes d'alerte et de transparence. Et puis la disparition d'Herbert Léonard, le crooner et chanteur de variété souffrait d'un cancer du poumon. Le compositeur de son tube Pour le plaisir, Julien Lepers, salue un grand artiste et un ami incomparable. Les vraies voix Sud Radio.
Un petit coin de parapluie français pour nos voisins européens quand le parapluie américain ne semble plus aussi protecteur qu'avant. C'était sans doute un peu l'idée d'Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé de dialoguer avec les voisins européens sur la dissuasion nucléaire française et de faire monter en puissance la défense européenne pour cause de rapprochement russo-américain sur le dossier ukrainien. Seul en Europe, la France et le Royaume-Uni disposent de l'arme atomique, même si le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union, on le rappelle. Dans ce contexte, cette idée présidentielle de parler de notre dissuasion avec nos voisins attire un certain nombre de critiques. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'inquiètent déjà d'une mutualisation du bouton nucléaire. Je considère que la défense française doit rester la défense française, que la dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française, qu'on ne doit pas la partager, qu'on ne doit encore moins la déléguer. Nous sommes totalement opposés, et cela relèverait d'une trahison nationale, à partager le bouton nucléaire avec des États européens. Là encore, il en va de la souveraineté nationale, et Emmanuel Macron a tendance, avec le temps, à dilapider la souveraineté de la France. Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture ce week-end et Jordan Bardella chez nos confrères de RTL. Des critiques du RN qui attirent cette réponse très cinglante d'Emmanuel Macron. Ces sujets ne souffrent pas d'amateurisme, lance le chef de l'État dans une interview au Figaro avant d'ajouter « Madame Le Pen n'est pas sérieuse, sinon elle ou Monsieur Bardella seraient venus à la réunion au format Saint-Denis que j'ai faite la semaine dernière avec les partis. L'un était à Washington pour découvrir que Steve Bannon faisait des saluts nazis. Quant à Marine Le Pen, je comprends qu'elle était en vacances, raille Emmanuel Macron. Bon voilà, c'est un peu ce qu'on appelle se faire rhabiller pour l'hiver nucléaire. Je me rappelle, il me semble, au moment de la commission Attali, il y avait quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Macron qui avait dit la dissuasion nucléaire, ça coûte 4 Absolument. milliards, l'Allemagne n'en a pas, faut la supprimer, ça ferait 4 milliards d'économies. est resté saisi. Hein. Mais j'ai l'impression que tout le monde a oublié cette phrase d'Emmanuel Ah Macron. non, en tout cas, pas l'auteur du livre, Le président toxique, qui la rappelle. Oui, il peut Françoise la Degois. rappeler, il était jeune conseiller. Moi, je pense que c'est vraiment un amateurisme terrible. Je ne sais pas qui sont les conseillers qui font les notes à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Évidemment que quand on parle du parapluie nucléaire, les exercices de dissuasion nucléaire existent déjà. Je rappelle qu'il y a 300 têtes nucléaires en France et 200 têtes nucléaires à peu près au Royaume-Uni. C'est ça. Ok, 500 têtes contre 4500 pour la Russie. 6 000, plus de 6 000 pour la Russie. Ça, 4 000, un chiffre officiel en tout cas. Tout ça pour dire que jamais, quand on fait le parapluie nucléaire, les exercices existent déjà entre les membres européens. C'est-à-dire que même Marine Le Pen et Bardella ne savent pas qu'un bouton nucléaire ne se partage pas. Que le bouton nucléaire, si on est dans la dissuasion française, il reste bien sûr à la décision du président de la République française, y compris même s'il y a la Grande-Bretagne. Et ces exercices existent déjà depuis des années en fait. Et Marine Le Pen ne le sait pas et Jordan Bardella non plus. Donc moi je veux bien qu'on critique tout, mais faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est juste pas possible. Ils sont pas sérieux en fait. Voilà, ils ne sont pas sérieux. Jean-Michel Fauvergue. Philippe, moi je voudrais vous rebondir sur ce que vous avez dit. Ce qu'avait dit Macron, il n'était pas encore président. Non, il était à la commission, c'est ce que j'ai dit. Oui, d'accord. Bien sûr, après vous changez. Depuis, il est arrivé aux responsabilités et depuis, il y a eu un élément majeur qu'il ne faut pas oublier, c'est la guerre en Ukraine et c'est la guerre sur l'Europe, sur le champ de l'Europe. Mais le fait d'imaginer que la France n'est pas dissuadée nucléaire, déjà ça me paraît surréaliste. On était dans la paix la plus totale, on était dans la paix. On va en parler dans notre débat si vous permettez. Vous aurez tout le temps d'en parler. Allez, le deuxième mot, transparence. Le gouvernement promet un plan d'action pour éviter les dérapages budgétaires. Oui, objectif, éviter les mauvaises surprises comme celle de 2023-2024. Ces dérapages budgétaires qu'on découvre un peu après coup, une fois le mal fait. D'où ce plan d'action et de transparence promis aujourd'hui par le ministre de l'économie. Éric Lombard promet un comité d'alerte censé faire qu'à l'avenir, le Parlement soit au courant quand ça dérape. Mieux gérer nos finances publiques avec un suivi beaucoup plus rapproché et avec un certain nombre d'instances qui nous permettront d'opérer ce suivi régulier dans un dialogue que nous voulons renforcer notamment avec le Parlement. Et c'est un comité d'alerte que nous allons créer et qui, à intervalles réguliers, permettra d'avoir cet échange avec les parlementaires. Et puis, nous voulons, c'est le deuxième point, être plus transparent, parce que ce sujet doit être traité devant les Françaises et les Français, qui doivent mieux comprendre ce que nous faisons. Il faut restaurer la confiance de la nation dans les trajectoires que nous présentons. Voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la glasnost d'Éric Lombard, l'opération de transparence du ministre de l'économie. En bref, le bilan vient de s'alourdir à 2 morts à Mannheim en Allemagne. Une voiture a percuté un groupe de gens dans le centre-ville de cette ville de l'ouest de l'Allemagne. La collision a désormais fait 2 morts selon le dernier bilan et plusieurs personnes grièvement blessées. Un suspect a été arrêté, précisent les médias allemands, sans préciser à l'heure actuelle la qualification et la nature intentionnelle ou non de cette collision à l'heure qu'il est. Et puis le troisième mot, plaisir, du nom de ce tube d'Herbert Léonard, écrit par Julien Lepers. Vous l'avez dit, on a appris sa disparition hier. Pour le
mec très sympa, un ami incomparable, un grand artiste, l'un des meilleurs chanteurs français, réagit justement son ami Julien Lepers, l'animateur télé qui lui avait composé cette chanson pour le plaisir. Tous deux, d'ailleurs, s'étaient rencontrés par l'entremise de Claude François, figurez-vous. Âgé de 80 ans, Herbert Léonard s'est éteint à Fontainebleau d'un cancer du poumon. C'est son épouse Cléo qui l'a annoncé hier soir. Qui faisait la musique ? Ah, la musique, bonne question. Je ne sais pas. Alors là, je sais pas, on va regarder. Le compositeur est Julien Lepers, donc c'est lui qui a écrit la musique. Non, c'est le parolier. Non, Il faisait les paroles. Ah non, c'est le parolier, Lepers. Ah oui. Attention. Ah oui. Attendez, on vérifie. Mais appelez Maître Capello, s'il vous plaît. Merci. Jean-Pierre Google. Jean-Pierre Google. Elle est écrite par Claude Carmone et Vline. Ah non, la musique est de Julien Lepers. C'est les paroles de Claude Carmone. Bravo. Et Claude Carmone et Vline Buggy. Bravo pour Vline Buggy qui a fait beaucoup de chansons pour Claude François. Et ben voilà, il faut toujours écouter les réalisateurs. Moi je dis. Bravo Maxime. Et nous sommes en retard. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour avec l'OTAN, sans les États-Unis, l'Europe face au pire scénario sans doute. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les USA sont encore les alliés de l'Europe comme le disent certains? Et à cette question, la sécurité en Europe peut-elle être garantie sans les USA? Vous dites non à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Le général Dominique Trinquant est avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Général, bonjour. Petite question très rapide et réponse très rapide. Est-ce que la guerre en Ukraine a montré ses limites, en tout cas les limites de l'autonomie européenne? Elle l'a monté aujourd'hui, elle le montrera moins demain. L'Europe se réveille et il était temps qu'elle se réveille. On en parle dans un instant. Merci. Bienvenue à tous. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, 0826 300 300, son numéro de téléphone. Et bien entendu pour vous, si vous voulez participer à cette émission, commenter et débattre avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, autour de cette table, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Philippe David, bien entendu. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'image n'est certes que symbolique, mais elle est un début de réponse au camouflet américain. Une Europe qui fait bloc derrière Volodymyr Zelensky. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour encourager la paix sur notre continent et pour l'obtenir, nous avons besoin d'un fort soutien américain. Les Européens qui se sont engagés à reprendre la main quant à la défense de leur continent. Nous avons tous compris qu'après un long moment de sous-investissement, il est maintenant de la plus grande importance d'augmenter durablement nos dépenses militaires. Nous sommes totalement opposés à partager le bouton nucléaire avec des États européens. L'idée n'est pas de partager la dissuasion nucléaire, mais de développer en Europe une culture stratégique de la dissuasion. Et face au spectaculaire rapprochement États-Unis-Russie, l'Europe doit se préparer au pire scénario, prédit le futur chancelier allemand. Une OTAN privée de la sécurité américaine, notamment nucléaire. Les Européens devraient donc compter uniquement sur les dissuasions françaises et britanniques. Alors parlons vrai. Est-ce que la France, avec sa force de dissuasion nucléaire, qui est désormais la clé de voûte de la sécurité en Europe? Et à cette question, la sécurité en Europe peut-elle être garantie sans les USA? Vous dites non à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité aujourd'hui, général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de ce livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Général, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Cet unanimisme européen ne compensait pas totalement l'indignation que les uns et les autres on a pu éprouver devant la honte de cette rencontre à Troyes où le président Zelensky, aussi vaillant qu'il a pu être, a été humilié par ce duo, franchement, d'une malfaisance totale sur le plan diplomatique. Il n'empêche que la phrase qui a été reprise de la part du Premier ministre anglais, l'Europe va devoir faire le gros du travail, mais aura besoin de l'aide des États-Unis, elle me paraît assez pertinente. On ne pourra pas se passer tout de même totalement de l'aide des États-Unis. J'ajoute que il est bon que Donald Trump ait vu cet unanimisme. Françoise Degois.
il est bon le rapport de force. Je pense que le sommet de Londres, c'est une réponse magistrale à cette réunion de mafieux qui était en fait liée au business. C'est une forme de prédation, les terres rares, etc. Donc moi, je trouve ça... Est-ce qu'on peut se passer des États-Unis? Je crois qu'à terme, non. Mais je pense que, par exemple, c'était très important. On l'a pas assez dit, mais hier à Londres, il y avait par exemple la Turquie. La Turquie est la plus grande armée hors États-Unis de l'OTAN. Les Turcs étaient là pour la question d'assurer la stabilité et le maintien de la paix en cas d'accord de paix, bien sûr, pas simplement aux frontières, mais plutôt sur les pays limitrophes, c'est-à-dire la Pologne et la Roumanie. Donc moi, je trouve que la réponse est très puissante. Je pense que nous ne ferons pas une armée pour toutes les raisons qu'on a dites, mais je pense que vraiment l'Europe se réveille. Et encore une fois, je le redis, les contre-vérités de Marine Le Pen et Jordan Bardella sur le partage du bouton nucléaire, ça n'est pas possible de laisser dire ça dans le débat public. Il n'en a jamais été question, il n'en sera pas question. Donc je ne vois pas comment ils peuvent inventer ce truc, c'est orwellien, quoi. Jean-Michel Fauvergue. La question que vous posez, c'est est-ce que l'Europe peut se passer du bouclier américain? En ce moment, elle ne l'a plus. Il va falloir faire quelque chose et l'Europe est en train de faire quelque chose. Dans ce qu'a dit Starmer, le Premier ministre anglais, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe. C'est-à-dire, l'Europe doit faire le gros du boulot, mais elle ne peut pas se passer des États-Unis. Je pense que l'Europe doit faire le gros du boulot et c'est ce qu'elle va faire. Maintenant, on est obligé, on est face au mur, mais il faut aussi penser que peut-être qu'on ne retrouvera pas cette puissance américaine derrière nous parce qu'ils se dirigeront vers d'autres horizons. Mais ce qu'il y a d'intéressant et de sympa, c'est que on voit que le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, ouais, je sais pas prononcer. On a compris que c'est pas l'autre. Mais il se rapproche, qui était très atlantiste, se rapproche donc de la position française sur une défense européenne et sur le bouclier nucléaire aussi. Il réclame le bouclier nucléaire. Et on a vu aussi que Donald Tusk, qui est le Premier ministre polonais, a dit quelque chose que moi il m'a semblé tellement évident. Il a dit: comment se fait-il qu'un ensemble de 500 millions d'habitants fasse reposer sur sa sécurité sur des Américains qui sont 300 millions contre un peuple qui nous menace qui sont 140 millions, les Russes. Donc les choses bougent effectivement et il faut qu'elles bougent rapidement et qu'on s'organise. Général Dominique Trinquant, au début des années 50, un sénateur américain avait dit: je ne risquerais pas New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres. Est-ce qu'aujourd'hui les Américains risqueraient New York ou Los Angeles pour Paris, Londres, Berlin ou Rome? Écoutez, clairement non. On le voit bien aujourd'hui, et ça revient au problème de la dissuasion nucléaire. Jusqu'à maintenant, on dépendait du bouton américain, parce que je rappelle que dans l'OTAN, le bouton était américain, et donc je ne comprends pas pourquoi un certain nombre de personnes qui ne mettaient pas en cause ce bouton américain mettraient en cause le fait que le bouton reste français. Donc effectivement, les intérêts vitaux de la France vont au-delà de la frontière française, et Varsovie attaquée, c'est un sujet qui concerne directement la France, alors que je ne suis pas sûr que ça concerne directement les États-Unis. Dans la doctrine, excusez-moi, justement, je rebondis, pardon Philippe, parce que justement vous avez dit quelque chose de très important, général. Je lisais hier le texte d'Emmanuel Macron. Il dit les intérêts vitaux. Vous savez que la dissuasion nucléaire repose sur l'ambiguïté stratégique et les intérêts vitaux de la nation quand ils sont menacés. Il a bougé sur les intérêts vitaux. Maintenant, c'est les intérêts vitaux de la France qui reposent sur les intérêts de l'Europe. C'est en ça que tout a bougé, en fait. Général Trinquant. Oui, tout à fait. Et cette proposition a été faite par le président Macron, mais par des présidents précédents, le président Hollande et le président Sarkozy. Le sujet, c'est que les Européens ne s'en préoccupaient pas, parce qu'ils se reposaient totalement sur la dissuasion américaine. Et là, pour la première fois, on a un pays, et pas n'importe quel pays, un pays d'importance, l'Allemagne, avec le futur chancelier, qui pose la question en disant on doit se préoccuper effectivement de ce sujet et on est prêt à l'étudier. Donc c'est une véritable révolution au sein de l'Europe, et je pense qu'il va être suivi par un certain nombre de pays européens. Justement, Général, est-ce que vous pensez que cette obligation de réaction européenne va dépasser le simple plan de cette offense faite par Donald Trump? Est-ce qu'elle va rester s'enraciner, ou bien vous imaginez qu'elle peut être totalement conjoncturelle parce qu'on ne se laisse pas traiter de cette manière?
Non, écoutez, je ne pense pas qu'elle est conjoncturelle. Souvenez-vous, lors du premier mandat de M. Trump, déjà, il y avait eu un frémissement européen. Les réunions européennes ont eu lieu avant la scène de la Maison-Blanche le vendredi. Et les réunions européennes se sont dit, il va falloir se secouer. Simplement, vendredi, c'était un électrochoc. Et les Européens ont dit, ah oui, ça, on peut vraiment pas l'accepter. Donc, je crois que sur le long terme, les Européens, et nous le verrons le 6 mars, lorsque le programme va être présenté par la Commission, il y aura une augmentation des moyens. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. On est en train de remonter la pente de 30 ans de dividendes de la paix. 30 ans de dividendes de la paix. Donc le président de la République disait dans le Figaro, ça va nous prendre 10 ans. Donc ça veut dire que à terme, oui, nous aurons notre autonomie, mais c'est pas aujourd'hui. Jean-Michel Fauvergue. Oui, général, cher Dominique, est-ce que moi la question que je voulais poser, c'est est-ce que en mettant à disposition, bon, c'est une expression, hein, le bouclier nucléaire français à la disposition de l'Allemagne et de la Pologne, est-ce que la France va en tirer des dividendes, et en particulier pour voir vendre son matériel, ses avions, etc. On nous dit que les avions américains, les F-35 que l'Allemagne voudrait commander, qu'elle a déjà commandé. Hein. Qu'elle a déjà commandé. Si les États-Unis ne veulent pas qu'ils volent, ils ne voleront pas parce qu'il y aura des empêchements particuliers. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Alors, premier point sur les dividendes, je pense qu'il s'agit d'abord des problèmes de budget. Dans l'investissement de la défense française aujourd'hui, 60% est consacré en fait à la modernisation de la dissuasion nucléaire. Donc ceci doit être pris en compte dans les calculs qui seront faits, en particulier sur les 3% de déficit du PIB. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on espère que globalement les Européens vont arriver à mutualiser des moyens. Et là, je parle pas seulement de la France. Alors évidemment, dans les avions, on parle de Dassault, parce que c'est le seul qui n'a pas un boulon américain, donc qui est capable vraiment d'être autonome. Mais il y a plein d'autres équipements dans lesquels il faut impérativement que les sociétés européennes mutualisent leurs moyens pour innover plus, produire plus, et donc ça ne concerne pas que l'industrie française, mais l'industrie française est en bonne position parce que nous avons une bonne industrie de défense, mais il y a également les Allemands, les Italiens et d'autres pays qui doivent mutualiser leurs moyens pour être plus efficaces. Françoise Degois. On est bien d'accord que si la dissuasion nucléaire et si le parapluie nucléaire échoue aux Européens, à la France et avec la Grande-Bretagne, on est à 500 têtes nucléaires à peu près entre les deux pays. D'abord, est-ce que c'est suffisant ? Et deuxièmement, ça veut dire aussi que le chantage en creux, on vous protège mais vous achetez nos F-35, ce chantage tombe de fait. C'est-à-dire qu'on achète du matériel français et européen, point barre. En fait. J'ajoute un point à la question de Françoise Degois, surtout que, de mémoire, les Anglais ont le système de la double clé pour leur force nucléaire, contrairement à la France. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le rappeler. La vraie défense nucléaire autonome et française. Bien sûr. Britannique, elle n'est pas... bon, en dehors du fait que nous sommes les seuls, bien sûr, à être dans l'Union européenne. Mais si vous voulez, ça tombe, il va falloir voir comment vont réagir les pays. Ils ont passé des contrats, hein, donc il va bien falloir honorer les contrats. Je n'ai pas la clé pour savoir si les F-35 peuvent être loués en sol si les Américains ne donnent pas leur autorisation. Mais ça me paraît assez vraisemblable. Et je répète, il ne s'agit pas de dire aux Européens maintenant achetez français, il s'agit pour tous les Européens de dire achetons européens. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut essayer de pas trop grimper sur nos ergots cocorico en disant ça doit être que français. Non, mais c'est pas personne dit ça d'ailleurs. Personne dit ça d'ailleurs. On part au 0826 300 300. Bonsoir Philippe. Enfin rebonsoir Philippe. Oui, rebonsoir. Alors, vous voulez... on veut votre avis sur ce débat. Je trouve qu'on parle de guerre, de têtes nucléaires, d'armes, de F-35, dont on peut se demander d'ailleurs s'ils sont toujours d'actualité quand on voit la guerre des drones. Je suis assez effaré d'entendre parler de guerre et je préférerais qu'on nous dise comment la sécurité de l'Europe peut-elle être assurée par la paix plutôt que par le renforcement des armes. On était prêt. Ça a donné... J'ai peur pour les enfants, j'ai peur pour mon fils, pour tous ceux qu'un jour on risque de leur dire il faut faire la guerre.
quoi. Ouais. On est à 3 minutes de fête du Donbass. Philippe, on vous entend pas. On vous entend très mal. La ligne passe très mal. On a compris que votre sujet, c'était évidemment de préserver la paix au maximum. Général Trinquant. Oui, mais vous avez parfaitement raison. S'armer, ça ne veut pas faire la guerre. Ça veut dire devenir fort pour éviter la guerre. C'est bien ce que nos concitoyens doivent avoir en tête. Quand on est faible, on est vulnérable et on peut être attaqué. Quand on est fort, on est dissuasif et on évite la guerre. Et c'est ce qu'il faut absolument faire. La différence avec avant, c'est que quand on était faible, on craignait notre ennemi. Maintenant qu'on est faible, on craint notre ami, les États-Unis. Oui, c'est ça. Mon sentiment, quand même, général, c'est que, évidemment, moi j'entends ce que moi je voudrais aussi que nous ne parlions que de paix, mais le problème, c'est que nous avons Vladimir Poutine en face. C'est ça la réalité. La réalité tient à la personnalité et à pas l'idéologie, oui, en tout cas, le désir de réinstaller la mer Russie dans ses frontières d'origine de Vladimir Poutine. Et on voit très bien que ça commence à mordre sur la Moldavie. On voit très bien toutes les opérations que mène. On voit très bien surtout comment l'armée russe teste en permanence l'OTAN, que ce soit sur terre, sur mer, également dans l'espace. Alors c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'agressivité de Vladimir Poutine. C'est certainement pas l'agressivité des Européens. Mon général, pour reprendre ce que dit Françoise de Gois, vous avez dit que les Américains risqueraient pas encore Paris, New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres. Mais est-ce que l'OTAN, ça existe encore vu ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à Washington ? Écoutez, pour l'instant, l'Europe existe avec le pilier européen et les Américains. Simplement, nous sommes en train d'assister à la résurgence des empires, l'empire russe, l'empire américain, l'empire ottoman aussi, et l'empire indien. L'empire ottoman. Oui, bien sûr. Mais les Européens, eux, ont abandonné l'idée de pire. Les empires ont causé tant de guerres pendant des siècles en Europe qu'on l'a abandonné. Mais il faut redécouvrir les rapports de force, et dans ces rapports de force, il faut que l'Europe soit forte. Et c'est pour ça que tous les efforts qui sont faits actuellement sont extrêmement importants pour dissuader quiconque de soit attaquer l'Europe. Et au passage, les Russes sont dangereux, pas tant sur le terrain que dans d'autres moyens. Actuellement, la communication et le cyber, ils nous attaquent directement. La guerre a lieu avec des obus en Ukraine, mais a lieu chez nous, dans les esprits et avec les cyber. Et il faut vraiment s'élever contre tout cela. Mon général, une dernière question. On parlait des F-35 américains. S'il y a une dissuasion française, il y a un seul type de missile qui peut être transporté par un avion. C'est l'air-sol moyenne portée nucléarisé, qui est un missile français, enfin franco-anglais exactement. C'est-à-dire que comme on est les seuls à avoir des Rafales, il n'y a que nous qui puissions utiliser la dissuasion, comme les autres ont tous acheté des F-35. Oui, mais je voudrais rappeler que l'essentiel de notre dissuasion repose sur les sous-marins. Oui, mais ça, on ne va pas les traiter. Sous-marin nucléaire d'attaque. Mais ça, non, lanceur d'engin. Lanceur d'engin, oui, bien sûr, ils sont à rade de Brest. Bien sûr, lanceur d'engin. Oui, on n'a pas le droit de prononcer le mot d'attaque. Ils sont lanceurs d'engin. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de ce livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont, qu'on vous propose, bien sûr, vous incite à l'acheter, bien entendu. Vous restez avec nous. Philippe, vous restez avec nous. Ça fera 3 Philippe autour de cette table. Ah oui, je reste avec plaisir. Il y en a un honnête, un qui l'est moins. Je vise personne. Et vous savez ce qu'on dit à la cour d'école, c'est celui qui dit qui y est. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h. Merci en tout cas de votre fidélité pour cette nouvelle semaine qui démarre et cette chaîne YouTube. Oui. Monsieur YouTube, bonjour. Maxime est avec nous. Il a changé de nom, Maxime. Avons-nous les chiffres, s'il vous plaît? Oui, nous sommes à 998 000 abonnés. Le million, ça va arriver cette semaine. J'espère que ce sera dans les vraies voix, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout. Et autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise de Gois, Jean-Michel Fauver, Philippe David. David. Détourner de l'essentiel, du fondamental, du capital.
Paul Capital. C'est un livre de Karl C'est Marx. maintenant. Soyez patiente, Oui, ça va oui. venir. Je ne peux pas lancer. Moi, je n'ai pas cette force nucléaire de pouvoir lancer. Vous avez la double clé, vous. Pourquoi vous êtes une bombe atomique? Non, mais la clé, c'est Philippe qui l'a, notre auditeur. Philippe, c'est vous qui avez la clé du jingle. Oui, il paraît que le bonheur, c'est la seule chose qui se double et si l'on la partage. Ah là là, c'est beau. C'est beau. Bah, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Moi, je dis, ils sont forts, nos auditeurs. Écoutez, qui c'est qui l'a dit 3 points? Aucune douleur de l'histoire ne donne un permis d'offenser mon pays, la France. Philippe. J'en ai aucune idée. Éric Zemmour. Non, bonne réponse de Jean-Michel Faure. C'est bien, vous me le prenez. Ben oui, mais. Ah, il a été plus rapide. Il ne vous l'a pas pris, Retailleau est à disposition de tout le il monde. vous l'a monsieur. volé. c'est Oui, pas et pareil. puis il n'a pas été plus rapide, Combien il de a points, été là le seul. Il a été franc. Combien j'ai de points Franc et 3 points massif. maintenant, c'est tout. On 3 arrête, points. on arrête maintenant. On se Non, calme. non, on n'arrête pas. Qui c'est qui l'a dit? Bah, toujours à Vous 3 allez points finir au maintenant garde à vue, d'ailleurs. ça continue. Quoi. La menace existentielle n'est pas la Russie, c'est le Sud et le grand remplacement. Philippe. Je crois que c'est Éric Zemmour. Bonne réponse de Philippe. Oh, je l'avais, mais pas dans le bon ordre. Bah ouais. Vous aviez quoi, Zemmour, Eric? Oui. Non, mais En j'avais même temps, Zemmour sur la première. Philippe a dit, je crois. Enfin. Question qui c'est qui l'a dit 3 points toujours. La menace existentielle n'est pas la Russie, c'est le Sud et le grand remplacement. c'est Zemmour. Zemmour. C'est Ah, Zemmour. Zemmour. C'est Zemmour. Ah, Je veux qu'on note ma réponse. Non mais C'est c'est Zemmour. pour savoir si vous suiviez. Pardon. Oh, Qui la c'est mauvaise qui l'a foi. dit? La décision nucléaire est un droit et doit rester français. Bon, on entend. Philippe. Je pense que c'est Monsieur Bardella? Non. Le Pen. Le Pen. Non. Non, Emmanuel Macron. c'est Non. un eurodéputé. Des Ben, c'est Glucksmann. Non. Que Tanguy? Philippe Non. aime beaucoup. Heureux. Ça ira, ça ira. Bonne réponse de Françoise Degois. Françoise. Ah, je suis d'une lenteur. Ouais, maintenant, Philippe. Vous vous faites manger la laine sur le dos là. Hein. Oui, mais le qu'est-ce qui vous lundi, arrive? je Il y a sais tous pas. vos héros qui défilent, tous vos héros j'ai pas fait un défilent. excellent week-end. Vous avez passé le week-end en Suisse ou quoi? Non, puritain, le Il est- contraire de Philippe David. Ah, très Mais- bon. mais magnifique je vous en prie, opéra. Magnifique Allez, on y va opéra. parce que Qui sinon, c'est on pourrait pas qui l'a jouer. dit, Philippe? Je ne crois pas que l'arme nucléaire française doit par exemple garantir les aventures que pourrait prendre un pays comme la Pologne ou l'Italie. Je pense que ce serait une folie. Il ne peut pas en être question. Philippe. Ah, c'est un souverainiste ou c'est un gaulien, donc... Ah non, Fort. c'est pas le même Non, temps. mais c'est Mélenchon, Jean-Luc Non. Mélenchon, mais c'est Non, Bompard. Bompard, Ouais, bonne ouais, réponse c'est de Bompard. Françoise Degois, Ouais. Manuel Bompard, député LFI. C'est marrant de voir comment les deux extrêmes de l'échiquier se retrouvent. Hein, c'est Ouais. dingue. Hein, c'est clivé. Hein, Question franchement. qui c'est qui l'a dit? J'ai été choquée par ses propos indignes et en partie mensongers, mais la déchéance de nationalité, c'est non. On fait de Rima Hassan une victime. Philippe. Ah, Mouchou. Bonne réponse de Philippe. Elle a Naïma. été excellente. Naïma Mouchou, On peut porte-parole regarder, d'Horizon. on est à combien Porte-parole là d'Horizon, c'était ce matin. Alors Absolument, écoutez, sur Sud Radio. Françoise Degois 6 et tout le monde est à 3. Donc vous êtes à portée d'une question. À portée de drone nucléaire. Allez, vas-y. Allez. Qui c'est qui a répondu à la question? Les États-Unis sont-ils toujours les alliés de l'Europe? Les États-Unis sans doute. Donald Trump, c'est évidemment moins évident Je qu'aujourd'hui. sais. Sur l'échiquier de la diplomatie trumpienne, on se demande si ce n'est pas le fou qui a pris le pouvoir. Je Philippe. sais. C'est un véritable article. Philippe. C'est une conférence. J'aurais dit Hollande. Non, c'est Olivier Faure. Bonne Ce matin, réponse de sur France Françoise Degois qui fait le trou. Qui donc, François? C'est Olivier Olivier Faure. Faure. Ah, d'accord. Qui c'est qui l'a dit? La fermeté à l'égard d'Alger est nécessaire pour François Hollande. Non, oui, il y a une faute de frappe. Ah, putain. François Hollande. Ah, c'est François Hollande. Non, mais on peut pas donner. Tu nous as donné On la met le point à réponse. personne Ah, parce ben que ouais, c'est pas possible. j'ai tapé le nom, j'ai dû taper 2 fois le truc. Et il est Attention. gêné, il est tout rouge. Mais Oui, c'est pas parce que grave, j'ai fait une erreur. On veut pas savoir, nous, hein. Je l'ai pas mis en rouge, je l'ai mis en noir et je l'ai pas effacé. Vous Par erreur. vouliez sauver Non, mais c'est de ma quelqu'un. faute, c'est de ma faute. Qui c'est qui l'a dit? Philippe. Nous sommes totalement opposés à partager le bouton nucléaire avec des États européens. Il s'agirait d'une trahison nationale. Facile. Ah, d'accord, Philippe. on l'a dit. Je passe. Bardella. Bon là, je mets un point à tout le monde. Là, tout le monde est en querelle. Bah, on l'a dit tout à l'heure. Qui c'est qui l'a dit sur les suites du clash Trump-Zelensky? C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est le réveil d'une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses. Philippe. Un Français? Oui. Philippe.
Je passe. C'est un ministre. Raphaël Glucksmann. Ministre. Il a des grands yeux bleus. Mais bravo. Jean-Noël Barrot. Bonne réponse de Barreau, Françoise Barreau, Degois Barreau, qui s'impose là d'office. Vous pouvez plus être attrapé, même avec la dernière question. Ah. Qui c'est qui l'a dit? Les États-Unis n'ont donc pas seulement changé, ils ont littéralement vrillé, torpillant sciemment l'ordre international libéral dont ils sont les garants depuis 1945. Philippe. C'est long ça. Hein C'est long. C'est long. C'est Ouais. fort. Et on l'a pas entendu depuis pas mal de temps. On l'a pas entendu depuis pas mal de temps, Et mais alors pourtant, on il l'a a eu été ministre, pendant des député. années. Non. Philippe. Non. Il a été ministre. Oh, il a été ministre, il a fait les plus grands ministères. Les plus grands ministères. Juppé. Non. Villiers. Il a un nom à travailler à l'AMF. À l'AMF, Lisnard. Il a un nom à travailler à l'AMF. Maire. Non, mais on sait pas. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, voilà. non, Mais c'est non, moi, c'était pas Edmond Maire. J'ai C'était dit Bruno- Le Maire. Non, vous avez dit maire. Non, j'ai dit Bruno Le Maire. Elle a dit maire et vous avez dit le J'ai maire. dit Bruno Le Maire en premier. Moi, j'ai dit arrêtez. complètement le Bon, mot. mettez-moi les points à moi. va. Non, moi je mets les points à Françoise non, mais Degois. t'es vraiment C'est tricheur. si objectif. Philippe Mais c'est Degois. pas Mais vrai. il a dit maire, Mais il a c'est pas dit le vrai, maire. Non, il a dit Bruno le maire. Le Mais Maire. vous êtes un peu dur odieux. de la feuille. Non, vous Mais êtes je vous en odieux. prie. Non, mais vous êtes odieux. De toute façon, j'ai gagné. Je m'en De toute fous. façon, mais elle a c'est gagné. bon. Oui, elle a gagné. Mais j'ai Donc, gagné, c'est moi. soyez honnête. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes un malhonnête. Vous êtes un une escroc. mauvaise gagnante. Non, mais ma chère vous êtes un Françoise. mauvais perdeur. C'est Excusez-moi, incroyable. est-ce Oui. que vous pouvez vous tenir correctement devant notre auditeur Philippe? Pardon, oui. Philippe, S'il excusez-moi. vous plaît. On est en dessous de tout, c'est vrai. Rassurez-vous. Vous avez vu Il a une belle voix, en plus. garnements? Est-ce qu'on peut faire les comptes, s'il vous plaît? Ah bah, vous Avec les Écoutez, 3 je mets points en les points plus. à Vous Bigère. êtes largement en tête. Vous avez 13 points, il n'en a que 7. Jean-Michel Fauvert 4 et Philippe 3. Non, mais c'est pas normal. Normalement, je devrais en avoir 13 et 3, Oui, mais- 16. Oui. Non. Non, je suis pour la justice. Et, Mais et vous Françoise- vous Non, écrasez. Françoise, Mauvaise Françoise. gagnante. Vous êtes pour votre justice, c'est pas la même chose, soyez Quelle clairs. mauvaise foi, Philippe. ce côté de la table. Mon Dieu, Jésus, Marie, Joseph. Allez, Philippe, merci d'avoir joué avec nous et surtout d'avoir été un très bon Bravo auditeur. à vous. C'était bon, hein, Philippe. Ah, il était bon. c'est vrai. C'était un plaisir. On était ravis de vous accueillir et cette maison est la vôtre, vous revenez quand vous voulez. Dans un instant, chers amis, le journal et puis la météo de Rémi André qui est bonne, et ça c'est bien. Et Philippe David. Moi, je trouve qu'il y a certains soutiens à certaines personnes qui sont surréalistes. Vous aimez bien le certain et certaine, hein? Absolument. Voilà, ça c'est du teasing. Ah ouais, ça c'est du teasing. Ça, c'est le coup de gueule, Tout de ça. suite. D'accord. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça nous rajeunit pas. Hein. Quelquefois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux. 1972. Est-ce que le ciel est... C'est une chanson qui a 53 ans, oui. C'est vrai. Et voilà. Ouais. Vous nous avez demandé en début d'émission le lundi au soleil, on vous la met ben, c'est et vous fabuleux. dansez pas. Il danse pas. Ah ben oui. Je m'attendais à Alors ce que que nous, on a Philippe, chanté au moins. Philippe Bilger, qui a un bel organe, ne l'a pas montré. Non, j'adore cette chanson. Ouais. Et je me suis souvent, j'ai couvert de ridicule les gens qui m'aimaient lorsqu'on me demandait ma chanson préférée. On s'attendait à ce que je parle de Bachoum, de gens comme ça. Je disais le lundi au soleil. Mais c'est bizarre que tu n'aies pas dit Goldman. Moi, oui. j'étais persuadé que tu Non, aurais dit mais je voulais Goldman. me singulariser un Oui, peu. tu voulais faire ton malin. Ouais. Le malin. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est Et qui transgressif fait le malin Ah, tombe là, dans le ravin. oh là Auprès là. d'un télo, Ah oui, oui, ah Claude oui. François, Ah oui, ah non, le mais là- lundi au alors là, soleil. oui, là, c'est hyper Allez, transgressif. les amis, oui. autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois, Ouais. Jean-Michel Fauvert et les messages que vous laissez sur notre téléphone 0826 300 300. Et Diane est avec nous. Oui, bonjour, c'est Diane de Perpignan. Je vous téléphone là pour l'Ukraine et le danger imminent que l'Europe dise. Non mais il faut arrêter là. Le danger imminent qu'il y a pour la France, c'est les narcotrafiquants qu'il y a dans tout ce qui se passe en France, les tueries qui se passent en France, les massacres de nos jeunes qui à coups de couteau qu'on entend de partout qu'il y a en France. C'est ça la menace. Moi j'ai plus peur de ce qui se passe actuellement dans France et à nos frontières, que plutôt que la frontière de l'Ukraine avec la Russie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, au revoir. Comme quoi la sécurité du quotidien inquiète beaucoup Philippe. Avec encore un gamin de 16 ans entre la vie et la mort pour un coup de couteau à Strasbourg et des rafales d'armes automatiques tirées en Avec Avignon Avignon. en plein jour. Diane a raison, physiquement et patriotiquement, on est plus ému par ce qui se passe sur notre territoire, avec malheureusement la tristesse de voir qu'on ne parvient pas à éradiquer tout cela, mais on a le droit aussi de s'intéresser à l'Ukraine. Moi, je pense que les
deux se valent. Enfin, je comprends Diane, mais la réalité, si vous voulez, c'est que quand on a le grand ours russe pas loin, avec les intentions de Vladimir Poutine, en tout cas qui le montrent, quand on a ce nouvel axe délirant, inimaginable, il y a encore quelques années, Washington-Moscou, eh bien, il y a de quoi vraiment flipper, hein, parce que le glacis nucléaire, c'est quelque chose. En réalité, hein, là, on ne fait que... Nous en sommes à compter les ogives, quand même. Hein, donc, vous imaginez comment on a basculé. On a monté un ton, c'est sûr. Oui. Ouais, on a monté un ton, c'est le mot. Oui, ce sont deux réalités qui choquent et qui... Alors, il y en a une qui est plus sur le territoire national, et je comprends très bien notre auditrice, parce que c'est du direct, etc. Mais l'idée aussi, c'est se projeter sur les autres menaces, parce que c'est ça d'ailleurs la vision politique des choses, c'est qu'on doit avoir à la tête de notre État quelqu'un qui se projette sur les menaces pour nous empêcher d'avoir ces menaces-là. Alors c'est vrai qu'il faut combattre les trafiquants, le narcotrafiquant, et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de politique cohérente pour le combattre, et il faut une politique cohérente. Merci beaucoup. Dans un instant, vous restez avec nous, Philippe David. Oh, il y a certaines émotions que je trouve choquantes. Je veux bien les comprendre, mais ça me choque. On comprend jamais ce qu'il dit, mais ça c'est du teasing. Ça bien. C'est du teasing. On a envie de savoir. Et ben vous saurez dans Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours, c'est une... on peut dire que c'est une institution ou pas? C'est un peu trop... Institution, c'est un peu trop officiel. Non, mais ça commence. C'est les vraies voix sont à la... Oui, les vraies voix sont à la radio, c'est que l'arme nucléaire est à la défense. C'est un peu repesé. Non, mais excusez-moi. Vous avez entendu ce qu'a dit le commissaire? Commissaire. Les vraies voix sont à la radio, ce que l'arme nucléaire est à la défense. C'est beau, non? Cette remarque, c'est vraiment de la bombe. C'est de la dynamite. À mon avis, on n'est pas... On frise pas le ridicule, là. Vous n'avez pas le sentiment qu'on est à la limite du ridicule, là. Moi, je propose non, mais attendez, excusez-nous. Est-ce qu'on peut faire une cérémonie pour nous-mêmes? Et fait par nous-mêmes. Je veux. Avec on est les récipiendaires et les remettants. On peut ou pas? On se remet des Grammy, des Magritte, des Césars, tout ce que vous voulez. Bon, il y en a un qui va se rebeller, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. J'ai été jugé pour une infraction au code de la route au tribunal de Moulins. Depuis, je suis un peu traité comme si j'étais un criminel, en gros, hein, comme si j'avais fait beaucoup de choses. En tout cas, je rassure tout le monde, je n'ai frappé personne, je n'ai même pas froissé une tôle. Et ce jugement, il y a un appel en cours, et je suis obligé de dire et de répéter que je suis présumé innocent. C'est un droit universel, et ce droit universel, il faut aussi qu'il s'applique à moi. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu de village, un village qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, puisqu'il s'agit du siège de France Télévisions. Pourquoi le siège de France Télévisions? Parce que je dois avouer, vous venez de l'entendre, une partie, que les longues minutes larmoyantes en hommage à Christophe de Chavannes pour l'annonce de son départ de l'émission Quelle époque m'ont mis particulièrement mal à l'aise. Particulièrement mal à l'aise parce que son départ est dû à une condamnation pour conduite sous stupéfiant en récidive, l'animateur qui a fait appel ayant été testé positif à la cocaïne lors d'un excès de vitesse. Et je dois dire que les scènes larmoyantes entre la poule qui retire son masque et Léa Salamé qui vient l'embrasser alors qu'il est très ému, et à juste titre, ne doivent pas nous faire oublier que chaque année, 700 personnes, 21% de la mortalité routière en France est due à des conducteurs ayant pris de la drogue. Et il va falloir nous expliquer en quoi Pierre Palmade, auteur d'un accident corporel grave dans lequel une femme enceinte a perdu son bébé, aurait eu un comportement criminel alors que Christophe de Chavannes, qui a dit qu'il n'avait même pas froissé une tôle, n'aurait finalement rien fait de si grave que ça. Certains tweets de journalistes m'ont d'ailleurs paru surréalistes, disant qu'ils avaient travaillé avec lui et que c'était quelqu'un de très bien, mais quel est le rapport? On peut être un excellent animateur télé, ça ne donne pas le droit de conduire sous cocaïne, a fortiori en état de récidive. Des tweets qui d'ailleurs ulcèrent, on peut le lire, la France d'en bas, celle qui paye ses amendes quand elle roule 10 km/h trop vite en ayant bu 3 verres d'eau et un café avant de reprendre la route. Bref, on n'a pas eu les mêmes émotions quand on a viré Tex pour une mauvaise blague qui n'avait d'ailleurs posé aucun problème sur une radio privée, que pour un comportement aussi illégal que dangereux. Et ce deux poids deux mesures, je n'arrive pas à me l'expliquer.
Bon, on n'est même pas obligé de comparer avec Tex. Non, mais je compare parce que ça m'est venu à l'esprit et que je le connais bien. Voilà. Mais je vous rejoins absolument. Ce qu'on dit sur cette condamnation au demeurant indulgente, puisqu'il a une peine d'amende, après il a le reste. Voilà. Tous les bobos, les gauchos, toute cette catégorie de citoyens qui comprend très bien les infractions quand elles sont commises par la clientèle qui leur agrée, ça me scandalise comme vous. Et pourquoi vous dites les bobos, les gauchos mais moi, je suis une bobo gaucho et je suis scandalisé. Non. Mais je vous êtes une personne intelligente. Mais je suis pas l'exception à la règle. Tout le monde trouve que c'est complètement impudique ce qui s'est passé. Mais bien sûr que... Mais d'où vous dites ça au doigt mouillé? Écoutez, pas au doigt mouillé, au doigt sec. Parce que vous détestez cette émission, parce que comme vous détestez Quotidien, parce que vous pensez que c'est des émissions de gauchos. Mais si, bien sûr. Arrêtez de me prêter des mais vous êtes tout le temps dans cette hostilité-là. Pour le coup, je me mets un peu du côté de Françoise, parce que quand on est tous entourés de gens qui votent à gauche, qui ont été hallucinés de ce qui s'est passé. Je suis sidéré, je trouve ça scandaleux. Et j'aime beaucoup cette émission. Mais là, j'ai arrêté ma télé. J'aime beaucoup Léa Salamé, j'ai aucun problème là-dessus. Elle me dérange pas, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Mais voilà, c'est pas possible, quoi. Elle a beaucoup de talent, mais là, vous avez raison de gueuler. Voilà. Après, moi, ce qui est choquant, c'est qui a du talent. Léa Salamé. Je trouve qu'elle en a pas du tout. Oh mais non, bien sûr, vous allez pas avec Yann mais je trouve qu'elle n'a pas de talent. Elle ne pose pas de bonnes questions. Et à chaque fois sinon j'avais un avis sur le truc. Jean-Michel Fauvergue. Pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on va vous reprendre, Philippe, bougez pas. Ne quittez pas. Non, ce qui est choquant, c'est la possibilité qu'ont certains délinquants, puisque c'est de la délinquance, ça. Et en récidive. De pouvoir s'exprimer dans le petit écran et d'émouvoir tous leurs potes, alors qu'un monsieur lambda sans aller chercher la France d'en bas, etc. Mais monsieur lambda qui roule à 20 à l'heure trop vite, qui commet la même infraction, lui n'aura aucune excuse et pourra pas s'en plaindre devant. Non, mais c'est surtout quelle hypocrisie, quoi. Vous découvrez que Christophe. Mais c'est aussi faire un peu de pub aux produits. C'est un peu faire de la pub à la consommation de drogue, etc. Il faut arrêter avec ça. C'est un délit. Là, je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, Jean-Michel, c'est pas faire de la pub aux produits, c'est faire de la pub à la cocaïne. Et ça, c'est ça. Le produit, c'est la cocaïne. Non, parce que le produit, la drogue, vous dites la drogue. Non, mais là, c'est très particulier, la cocaïne. C'est vraiment, on a le sentiment que c'est la drogue de l'élite, etc., de Jean Cocteau, etc. La réalité maintenant, c'est que la cocaïne s'empare de tous les milieux sociaux. Et c'est ça qui est dramatique. Il y a 1 million de consommateurs. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite, Félix Mathieu, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est une info importante, je trouve, en tout cas. Les producteurs de pruneaux à d'Agen s'inquiètent de la dégradation de leur Nutri-Score. Et on va parler d'un autre produit. Le pruneau d'Agen était classé A, la meilleure note, celle qui est toute verte pour indiquer qu'un produit est sain, très nourrissant. Sauf que, patatras, depuis janvier, ça passe au C. À cause du sucre, la note en jaune au milieu, c'est-à-dire à mi-chemin entre le tout vert et le tout rouge, un peu comme si finalement vous passiez de très bien à passable, et autant dire que nos producteurs, eux, voient rouge depuis ce déclassement. Ils nous ont même laissé des messages pour en parler. Nous sommes en ligne avec le président de l'interprofession du pruneau d'Agen. Bonsoir, Christophe de Hautefeuille. Oui, bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Les autorités de santé vous ont dit qu'il y avait trop de sucre dans vos pruneaux. On imagine que vous craignez un impact sur les ventes. Ça vous met dans la même catégorie qu'un soda light? Ce qui est dingue. Tout à fait. Nous sommes un peu vent debout contre ces nouvelles réglementations, et on était classé en A, c'était très bien, et on va passer donc en C, comme le disiez, comme un soda bien connu. Donc on trouve ça pas du tout normal. Donc c'est Santé publique France qui régit tout ça, et donc nous on va perdre des consommateurs. Le consommateur va être perdu, il va plus savoir où il est. Donc pour l'instant cette classification n'est pas encore, le décret n'est pas encore sorti réellement. Donc je ne sais pas si on va certainement pas passer en C. On sortira sans doute de ce Nutri-Score, parce que c'est inadmissible. Nous on a écrit des lettres, on a avec tous les sénateurs, les députés, les maires, et même on a écrit au ministère, à Santé publique France, et Santé publique France, ils nous close de non recevoir.
Et donc, ils comprennent pas. Pourtant, Président, on est d'accord que le sucre, c'est le sucre du fruit. Bah oui, c'est du sucre naturel. Tout est naturel, Voilà. c'est ça qui est important de dire. La prune, quand on la ramasse, elle est violette et ensuite on la déshydrate pour la ramener à 21% et c'est les sucres qui sont concentrés. On a une concentration de sucre, du fructose, du sorbitol, du glucose et donc il n'y a aucun sucre rajouté, c'est du sucre naturel, 100% naturel et qui est tout à fait bon pour tout le monde. On n'a pas, il y a des études qui ont été faites, même les diabétiques peuvent en prendre sans problème. Mais justement, parce qu'en réalité, est-ce qu'au fond cette étiquette ça ne vous fera rien du tout parce que le pruneau, comment dirais-je, vit de son extraordinaire réputation. C'est-à-dire qu'on a quand même Non, mais bien sûr, moi j'ai quand même le sentiment qu'on mange quelque chose de dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Non, mais c'est une question. Ça montre encore que on va aller chercher des producteurs, on va aller. Non, mais je voudrais qu'ils me répondent. Est-ce que vous pensez pas qu'au fond vous en foutez complètement parce que la réalité du pruneau, c'est que. Non, mais je pose la question. On s'en fout pas parce c'est vexatoire en plus. C'est des classements qui sont faits par des gens. Nous, on aimerait sortir de ce classement. On est une IGPI, indication géographique. Bien sûr, en plus. Pour vos producteurs. Donc, tout est produit dans le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes et transformé là. Donc, c'est vraiment du local. C'est le seul fruit français séché. C'est pas facile à dire. Mais est-ce que ça a un impact sur les consommateurs? Moi, je ne pense pas. Une minute. Tu crois? Le consommateur, comme moi, j'ai réagi à l'émission de ce matin, des 60 millions de consommateurs, là, la personne qui était invitée et qui disait il faut se fier au Nutri-Score et tout. Alors moi, ça m'a fait bondir, c'est pour ça que j'ai réagi. Et non, il ne faut pas. Oui, peut-être sur certains produits. Moi, je le minimise totalement. Je suis d'accord qu'on lutte contre les sucres ajoutés. Ça, je suis entièrement d'accord. Qu'on mette des règles. Mais nous, c'est un produit naturel. Les sucres sont concentrés. Il n'y a pas besoin de rajouter. On n'a pas besoin de ça va rajouter changer. Ça. Vous allez voir. Vous allez voir que vous ne serez pas classé comme ça. C'est pas possible. Ah, mais ça, ça me paraît pas possible. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui en sont sorties. Donc, moi qui en achète régulièrement, j'en achèterai 2 fois de plus. Voilà. Mais ouais, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Franchement, encore une fois, sur ces producteurs, sur ces filières, ça va s'arrêter longtemps, mais il faut arrêter quoi. On est tellement agressé de toutes parts par des problèmes de protection, de produits de protection des cultures qui nous sont sortis. Enfin, ça nous fait ça en plus. Non, mais qu'on agresse sur les produits qui sont produits avec des pesticides, moi je le comprends parfaitement. Mais le pruneau d'Agen, à mon avis, je pense qu'ils vont reculer là. Santé publique France va reculer. Je suis sûr. On fait tout pour, et c'est aussi pour ça que j'ai pris la parole dans vos vraies voix là, parce que c'est voilà, on aime nos produits, on aime ce qu'on fait, on aime nourrir les gens, et on est fiers de notre métier, et on veut que voilà toute la filière continue, et que le pruneau d'Agen soit connu et reconnu nationalement et mondialement. Avec un peu d'alcool, c'est très bon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous nous avez avec vous, Christophe de Hautefeuille, en tout cas, et embrassez bien l'interprofession des pruneaux d'Agen. Et les Agenais et les Lot-et-Garonnais, bien sûr. Exactement. Et on vous rappellera pour savoir où ça en est. Merci beaucoup en tout cas. Merci Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. J'ai parlé de Bruno Payen. Avec Benoît, pardon. Benoît, parce que je veux dire, c'est son frère. Benoît. J'ai parlé du hiatus, premier hiatus entre Bruno Retailleau, Bayrou d'un côté et Macron de l'autre sur l'Algérie. Allez, Jean-Michel Fauvergue. C'est sur Macron avec sa cote de popularité qui remonte. Très bien, allez, on en parle dans un instant. Pardon pour le retard, on revient tout de suite. C'est vrai, Jean-Michel. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu. Ça va mon Philippe? Ça va très bien. Ils ont été sages aujourd'hui, moyen. Oui, on parlait outre les pruneaux, le jus de pruneau, et je ne suis pas le seul à aimer ça dans ce studio. Alors c'est très bon, c'est calorique, mais qu'est-ce que c'est bon le jus de pruneau, François? Oui, c'est délicieux, mais après il faut prévoir, vous voyez ce que je veux dire, une fois que vous avez bien bu du jus de pruneau. On ne parle pas des conséquences. Il faut parler des conséquences. Bienvenue dans cette émission médicale. Non, mais les conséquences sont très... Le transit... Je pensais qu'on partait sur une émission culinaire. Vous échappez à ce type de sujet. C'est culinaire, c'est culinaire. Oh, mais non. Non, mais n'importe quoi. C'est bon, on peut y aller ou on y va? C'est moi, mais vous n'avez aucune délicatesse. Voilà.
Vous savez que tout ce que vous êtes en train de dire là va finir dans les jingles de notre réalisateur. Vous le savez quand même. Vous poussez le bouchon, c'est le cas de le dire. Allez, les chers amis, autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table. De l'actualité. Et comme nous sommes 6 autour de la table, ce n'était pas nous. Philippe Bilger, votre tour de table, c'est pour Marseille et Benoît Payan. Ah oui, c'est à moi. J'étais déjà dans le prochain sujet qui me passionne. Mais le Benoît Payan a piqué, et j'utilise à dessein le terme, une crise, parce que un député, Guy Tessier, a proposé, puisque c'est la mode aussi, de débaptiser une école Simone de Beauvoir en considérant qu'elle avait été trop complaisante dans le domaine de la pédophilie, puisqu'on a entendu des propos d'elle et on a lu des extraits où elle favorisait la relation entre enfants et adultes. Alors il s'est scandalisé en disant mais Simone de Beauvoir est une sublime égérie des droits des femmes, c'est tout à fait exact, mais on a tout à fait le droit de dire qu'aussi elle a favorisé quelque chose qui aujourd'hui fait l'objet d'un opprobre général, et donc je ne vois pas pourquoi Benoît Payan a piqué une crise à ce sujet. On fait bien de ne pas débaptiser, mais on a le droit d'avoir une opinion. Oui, moi je suis d'accord, mais je ne sais pas pourquoi Benoît Payan pique des crises de nerfs comme ça. On a le droit de dire que l'avenue Bugeaud, on veut plus qu'elle s'appelle avenue Bugeaud. D'ailleurs, ça y est, elle est débaptisée. Elle a été suivie, ma chère mais Françoise. c'est normal, mais enfin, je veux dire, moi je pense que c'est très sain le débat. C'est un vrai sujet. Moi, ça me questionne. Hein. Simone de Beauvoir, on a tous lu Simone de Beauvoir, on a tous lu on ne n'est pas femme, on le devient. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a forgé la pensée féministe. Mais vous posez une bonne question, et Guy Tessier pose une bonne question. Pas la peine de devenir caractériel comme ça. Ouais, c'est d'accord. Hein. Peut-être aussi parce que celui qui a soulevé ce problème-là est aussi élu de l'opposition. Dans le conseil municipal. Et oui, enfin, il est communiste, il est moins loin que le RN quand même. Oui, mais enfin, il est quand même élu dans l'opposition, et ça. Mais Tessier, il n'est pas communiste. Ça lui a fait. Non, Tessier, il n'est pas communiste. Non. Ah, c'est le RN, hein, oui, d'accord. Non, Tessier, il est LR. Non, c'était Guy Hermier qui était communiste. Mais sur le fond du sujet, tout à fait d'accord avec ça. Aucun débat ne doit être évité maintenant. Non, le problème, alors du coup, comme c'est le LR, excusez-moi, j'ai fait une petite inversion. Du coup, comme c'est le LR, je comprends que Payan pique la crise de nerfs, non pas parce qu'il est dans l'opposition, c'est que la droite se dit on va prendre la gauche à son propre jeu. Il a été très violent, les gars. Vous avez la gauche qui veut vraiment déboulonner toutes les statues et de la colonisation. Bon, la droite dit on va aller emmerder les figures de proue de la gauche. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça l'histoire. Bon. C'est pas très grave en même temps. Hein. Allez, Françoise Degois, puisque vous avez la parole, la guerre Larvé-Élysée, Bayrou-Retailleau sur l'Algérie. Alors, Larvé est maintenant public, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a littéralement claqué son ministre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre sur la question algérienne. Et je dis claqué, pourquoi? Parce que finalement, on en arrive à la réalité, c'est-à-dire que on va voir la réalité. Moi, je fais quelque chose de très politique. Est-ce que, comment dirais-je, nous sommes vraiment dans une cohabitation? Est-ce que véritablement, parce que si nous sommes dans une cohabitation, ce qu'a fait Emmanuel Macron est tout à fait logique par rapport au gouvernement. On a déjà vu les coups de Trafalgar menés par Jacques Chirac sur Lionel Jospin, notamment au moment de la vache folle, et on a vu les coups et de la sécurité, et on a vu les coups de Trafalgar portés par les coups de Jarnac, portés par François Mitterrand à Jacques Chirac et à Édouard Balladur. Donc, est-ce qu'on est dans cette logique-là, auquel cas nous sommes dans une vraie cohabitation, ou bien est-ce qu'on est dans une fausse cohabitation? On a encore président qui règne, si vous voulez, et qui dit ce qui est bien, ce qui est mal par rapport à ses ministres. Sur le fond, moi je pense que c'est Emmanuel Macron qui a raison, je ne cesse de le dire, ça ne sert à rien de monter à l'échelle des perroquets tous les jours, de faire une déclaration sur l'Algérie. Tous les jours, Bruno Retailleau fait une déclaration sur l'Algérie. Pour quel résultat? 0 + 0, la tête à Toto. Je n'ai cessé de dire que je pense que c'est dans les mains des deux présidents. Voilà. Il faut absolument que ces deux présidents, d'abord ils se parlent, mais qu'ils trouvent
trouve qu'il débouche sur une solution. Tout le reste, si vous voulez, la diplomatie du coup de menton, d'ailleurs c'est pas de la diplomatie, les muscles, bon, ça mène nulle part en fait, regardez. Ma chère Françoise, vous nous répétez depuis longtemps que tout est dans les mains des deux présidents, mais lorsque l'un des deux présidents apparemment ne fait rien, il est tout à fait normal qu'on s'en préoccupe. Et Bruno Retailleau, en l'occurrence, pose une question. Et je continue d'être très intrigué par le comportement exemplaire d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine et par sa frilosité absolue sur l'Algérie. Jean-Michel Fauvergue. Il est en train de teaser sur mon sujet. Ah pardon, vous en parlez de ça? Non, mais ce que je voulais dire, moi j'ai été... l'attitude de Bruno Retailleau sur l'Algérie me convient tout à fait. Et là où j'étais surpris, c'est que le Premier ministre a repris à son compte cette attitude-là, ce que je n'aurais pas cru capable de lui. Et j'applaudis des deux mains sur cette attitude-là. Maintenant, concernant le positionnement du président de la République, je pense que le président de la République tient à son domaine international. Absolument. Et à ce qu'on ne piétine pas son domaine international. Et votre tour de table, Jean-Michel Fauvergue, c'est sur Emmanuel Macron qui reprend des couleurs. Eh bien, écoutez, oui, tout à fait. Dans un sondage récent, c'est le sondage Harris Interactive, le baromètre mensuel, sa cote de conscience s'établit maintenant à 37%, c'est-à-dire qu'il a gagné 6 points, et il dépasse maintenant son Premier ministre, qui lui baisse de 2 points. En fait, s'il gagne ces points-là, c'est justement sur son positionnement international, et en particulier son positionnement sur l'Ukraine. Et il a 2 atouts forts, à mon avis. Le premier atout, c'est que il a réussi à discuter à peu près humainement devant Trump, dans la mesure où c'est possible. Il s'est donc un peu imposé. Il avait une attitude, d'ailleurs, que certains chroniqueurs ont traité de bromance, c'est-à-dire une relation proche, sans caractère sexuel, entre deux hommes. Et son deuxième atout, c'est une forte présence au niveau européen pour un peu essayer de résister aux choses qui se passent en ce moment. Il a été rejoint là-dessus mais on l'a dit tout à l'heure, par Donald Tusk et il sera sans doute rejoint par Frédéric Merz, comment vous dites Friedrich Merz. Ça veut dire Frédéric, non? Oui. D'accord. Friedrich. Et qui est sur la défense, qui le rejoint sur la défense européenne, et qui le rejoint aussi sur le bouclier nucléaire. Allez, très en retard. Il bénéficie d'un statut ambigu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus une grande activité, et l'international, il est bien sur l'Ukraine. Donc il monte. Moi, je trouve que c'est génial. Allez. Il va terminer comme une bombe le quinquennat. Ce sera tellement dommage qu'il puisse pas encore se représenter grâce à l'Ukraine. Jean-Michel Fauvergue. Allez les amis, merci beaucoup pour ce tour de table de l'actu. Dans un instant, le tour, pas du tout, le coup de projecteur des vraies voix. Les Magritte du cinéma en chute libre. Vous avez vu, moins 91% d'audience en 6 ans. La politique a-t-il pris trop le dessus? Alors, est-ce que les manifestations culturelles ont pour vocation de servir de tribune pour telle ou telle cause? Et à cette question, Magritte, César, Oscar, les cérémonies du cinéma sont-elles devenues des tribunes politiques? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Gilles Boussingaud sera avec nous, ex-journaliste à TV Magazine et au Figaro. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Philippe. Est-ce que finalement, aux cérémonies, ces cérémonies, est-ce que le fait de mettre des tribunes politiques, ça supplante finalement le succès populaire? Oui, totalement, bien sûr. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est jusqu'à 19h tous les jours, de 17h à 19h. Ne ratez pas ce rendez-vous, bien entendu, avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Philippe David, bien entendu. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Si nous nous rassemblons ici devant vous, artistes et actrices du cinéma belge, c'est pour exprimer notre profonde inquiétude face à la montée de l'extrême droite partout dans le monde. Car aujourd'hui, ce sont les droits des femmes, des personnes queer, des personnes trans, des personnes racisées,
ainsi que les droits des exilés qui sont bel et bien mis en péril. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisés pour justifier les massacres ou les nettoyages ethniques à Gaza. Après les massacres, il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. And the Oscar goes to... Les vraies voix sur Sud Radio. C'est l'équivalent belge de nos Césars. Les Magritte du cinéma ont perdu donc 91% de leur audience en 6 ans. Les exécuteurs testamentaires de Magritte mettent en cause l'évolution de la cérémonie en tribune politique. On reproche souvent aussi aux Césars ou aux Oscars exactement la même chose. Alors parlons vrai. Est-ce que l'hémiplégie des causes lors de ces cérémonies vous choque? Et à cette question, Magritte, César, Oscar, les cérémonies du cinéma sont-elles devenues des tribunes politiques? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Gilles Boussingaud est avec nous, ancien journaliste à TV Magazine du groupe Figaro. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais être bref, je vais essayer de l'être, Cécile. D'abord, j'ai toujours jugé ridicule les pétitions et les tribunes libres des artistes. Comme si, en réalité, leur expression allait persuader des citoyens de changer la leur. Deuxième élément, dans la question de Sud Radio, pertinente évidemment, je n'ai envie de parler que des Césars. Et paradoxalement, j'ai trouvé que dans la cérémonie de samedi soir, il y avait par rapport aux absurdes soirées d'avant, un petit progrès. On a eu droit, bien sûr, à un syndicalisme qui a développé son idéologie avant la cérémonie, et puis on a eu le réalisateur ou le producteur de l'excellent documentaire Le Monde de Bertrand, qui a fait fort dans le domaine, mais à part ça, ça a été à peu près correct. Et donc, peut-être que sur ce plan-là, la France commence à échapper au pire. Excusez-moi, la comparaison entre Auschwitz et Gaza, c'était quand même plus. Enfin, c'est mon avis. Il était plus que déplacé. J'entends tout ce qu'on dit. D'abord, les Magritte, j'ai pas vu les audiences en chute libre. Et je pense que les Oscars, les audiences sont pas du tout en chute libre, pas du tout. Les Césars ont toujours été ennuyés depuis des années, mais c'est pas à cause des prises de position politique. C'est que tout tombe à plat, rien n'était drôle. Le seul type, moi, qui m'a fait rire, c'est Franck Dubosc, parce qu'il était extraordinaire d'autodérision. Et même Zadi était bon. Oui, pour le reste, suivez, moi, je ne suis pas du tout heurté. La culture a toujours été une vitrine de manifestations politiques. On dirait que vous découvrez la Lune. Non, pas du tout, mais je trouve ça nul. Souvenez-vous, Cannes 68 avec François Truffaut qui met carrément le souk. Je veux dire, même la culture, la littérature a toujours servi de dénonciation au régime politique. Quand Orwell, on va prendre le plus célèbre, écrit 84, ça a du sens. Sûr. Mais c'est un livre. Hein. Mais moi, je ne suis pas choqué du tout. Écoutez, les gens font ce qu'ils veulent. Et puis, libre d'écouter ou de pas écouter, moi, je suis pas du tout heurté. Je trouve même que c'est plutôt sain, d'ailleurs, que les artistes expriment quelque chose sur le monde. Ça me va très bien. Jean-Michel Fauvergue. Alors, on met de côté complètement. On fait le tour de table et après c'est vous. Jean-Michel Fauvergue. Et puis faites attention, c'est l'ancien patron du RAID. Vous avez vu la bille rouge que vous avez là sur le front? C'est Fauvergue, il veut parler. On s'aperçoit que c'est dans votre interpellation de tout à l'heure que les Magritte ont perdu 91% de leur public, c'est ça? Ouais. Ça prouve que, une fois de plus, en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a une espèce d'entre-soi et ces gens-là ne se parlent qu'à eux parce que il est de bon ton dans leur système d'avoir tel discours qui va dans tel sens, etc. Et tout le monde s'en fout en fait de leur discours. Pour les Oscars, je crois pas que c'est le cas. Tout le monde s'en fout. Ils ont fait une audience carton cette nuit. Non, mais tout le monde se fout de leur discours. Ah bah non, je pense que Robert De Niro qui dit fuck Trump, c'est vu des millions de fois déjà. Laissez-le finir. Ce qu'il y a d'intéressant sur les Oscars, justement, c'est les récompenses qu'il y a eu. Et sur les récompenses qu'il y a eu, il y a eu des récompenses de cinéma indépendant. Et ça, c'est génial. Je veux dire que le résultat des Oscars aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. C'est pas le discours qu'on entend, des discours convenus de personnes. Très bien. Moi, ça me fait rire de voir De Niro qui dit Trump, fuck Trump, c'est drôle, non? Ouais, mais bon, De Niro, c'est peut-être une exception. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est à la limite de ça frise le ridicule.
Gilles Boussago, merci d'être là. Forcément, ces tribunes politiques, on l'a vu, hein, c'est un déferlement sur les réseaux sociaux, ça agace tout le monde. Françoise trouve ça bien, d'autres aussi. Hein, d'autres, voilà. Est-ce que l'histoire fait que effectivement, ça a toujours été comme ça? Oui, alors ça date pas d'hier, effectivement. De toute façon, déjà d'une manière générale, l'art et la politique ont toujours été très proches l'un de l'autre. Et si on voulait, on pourrait remonter même jusqu'au 1er siècle. Bien sûr, le avant théâtre. Jésus-Christ. Mais on commence même par là. Vous étiez déjà né au 1er siècle. Non, mais on pourrait remonter jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ avec Virgile qui déjà exprime dans ses bucoliques à l'empereur Octave qu'il a perdu son domaine et que voilà, il voudrait le récupérer. Bon, après, déjà dans les années 40 même, on peut considérer par exemple que pour autant n'emporte le vent, le fait qu'on ait remis pour la première fois un Oscar à une actrice noire, bien sûr, c'était également un geste politique. Oui. Et en France, c'est pareil. Alors en France, on pourrait considérer quand même que la politique et l'art sont très proches depuis l'élection de François Mitterrand en 80. Parce qu'en 76, quand a été lancée la cérémonie des Césars, c'était Jean Gabin qui était aux commandes, à côté de Jean-Claude Brialy. Et on ne mouftait pas devant le vieux, comme les appelaient les acteurs de l'époque, hein, Delon et Belmondo. Et puis en 81, Coluche a commencé à mettre le pied dans le plat. En 84, je dirais. Quand il a interpellé directement le ministre de la Culture à l'époque, Jack Lang, en disant qu'il faisait pas grand-chose, que c'était cool, que c'était tranquille, et la ministre du temps libre, qu'il avait appelé la ministre du temps perdu. Voilà. et donc Coluche était un iconoclaste, hein, on peut pas dire le contraire, mais lui-même avait déjà commencé à dire qu'on mettait de côté le cinéma populaire. Or, pourtant, le cinéma populaire français vivait grâce au cinéma populaire. Dans le genre de film de Belmondo, et d'un genre de film que lui faisait. Et il dit pourtant, et je le cite parce que comment la déclaration est très sympathique. Le cinéma français vit surtout avec les succès populaires dans le genre Belmondo et récompense ceux qui font pleurer dans le genre que je ne nommerai pas. Et du genre que je ne nommerai pas, ils sont nombreux, ils ont 1000 paquets. Voilà. Et déjà, Coluche était conscient que le cinéma populaire, c'était pas celui. Ouais, mais il en était tellement conscient qu'à un moment donné, il fait Charpentin et il fait ce film dramatique qui le positionne comme un immense acteur. Mais moi, mais ça m'intéresse ce que vous dites parce que vous dites que la prise de position politique se voit aussi dans les films récompensés. C'est ce que vous dites. Oui. Par exemple, donnez-moi pour les Césars là. Apparemment, l'histoire de Souleymane, c'est quelque chose qui fait l'unanimité. Pas du tout. Je sais pas, c'est une question. Mais pas du tout. Je peux. Allez, vas-y, Philippe. Alors, bien sûr, vous avez raison, ça a toujours existé, mais je pense que ça s'aggrave précisément d'abord parce que l'essentiel artistique passe au second plan. Et quand on voit les Césars, on pouvait deviner à l'avance pourquoi Sangaré aurait beaucoup d'Oscars et pourquoi Jacques Audiard en aurait d'autres. C'est évident et je vous jure, je suis pas particulièrement doué, mais avant de les voir advenir, je savais qu'ils viendraient. Deuxième élément, et je finis, vous ne trouvez pas que ce qui a changé, c'est d'abord la monotonie des discours politiques et surtout le fait, comme l'a dit Philippe dans votre question, c'est le fait que cette vision politique est hémiplégique. C'est toujours du même côté. On n'entend jamais un malheureux artiste qui viendra dire « Je suis de droite, j'en ai par-dessus la tête ». Si, ils le disent. Jean Dujardin le dit, il l'assume. Christian Clavier et Jean Dujardin, il l'assume, qui sont des gens de droite. Je n'ai jamais entendu au César. Pas au César. Gilles, pour répondre. Non, il est vrai que d'une manière générale, les artistes ont tendance à se dire de gauche. Je pense qu'ils savent qu'ils vivent dans un monde très privilégié. Ce qui est terrible, c'est de se dire de gauche. Oui, alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est dingue. Si vous voulez, ils cultivent leur image de cette manière-là, parce qu'ils savent qu'ils appartiennent à un monde privilégié, ils savent que de toute façon ils ne sont pas, ils descendent pas dans le métro avec le vulgus pecum français qui vient bosser tous les jours. Et donc, du coup, ils veulent se faire une bonne image en disant « moi, je suis de gauche ». Comme ça permet de les dédouaner de leur façon de vivre. Non, mais ils sont sincèrement, souvent, Mathieu Kassivitz est vraiment de gauche, Pierre Ninet est vraiment de gauche. Ce sont des gauches privilégiées. Mais non, mais c'est pas une gauche caviar, on peut pas dire le contraire. Mais c'est pas un problème de la gauche caviar, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui galèrent, ils ont galéré, tous ces gens-là avant, ils ont pas lâché leurs convictions. Je sais pas, c'est quoi ce mépris là de la gauche? D'un seul coup, tous les artistes sont de gauche et ils sont cons comme des balais. C'est vrai, c'est très hémiplégique. Au César, personne prend une position à droite. Évidemment, et après, t'as des moments dans
l'histoire, si tu veux, où l'art est considéré comme dégénéré. Et là, c'est toute la période des nazis, si tu veux. Donc, c'est pas moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des artistes qui se cachent en disant je suis de droite. Jean Dujardin. Mais Jean n'y en a pas un, François. Mais tu plaisantes ou pas? Arrêtez, Jean Dujardin, le malheureux. Qui d'autre? Qui? Clavier. C'est tout. Vous en avez deux. Mais non, mais je pense que ça ne me vient absolument pas. Non, Depardieu, il était socialiste. Non, rien du tout. L'artiste de gauche, c'est un pléonasme. Non, mais c'est normal. C'est normal. Jean-Michel Fauvergue. La conversation que l'on a ici, comme ce que j'ai entendu tout à l'heure, me convainc encore plus que c'est un discours entre soi, effectivement, qu'il convient d'avoir parce qu'on appartient. Alors, sont sincères quand même. On va dire une caste, des gens qui sont privilégiés, effectivement. Et là, je vous rejoins. Vous avez tout à fait raison. C'est des gens qui ne descendent pas dans le métro et qui peuvent se permettre ça. Non, mais je suis pas d'accord. Il fait un cinéma très politique. C'est pas parce qu'il a beaucoup de fric et qu'il est un immense réalisateur. Il fait un cinéma très politique. Il fait passer ses idées. Ken Loach. Non, on ne parle pas des films. On parle pas des films qui sont faits. Moi, je parlais des discours qu'on entend. Moi, je parlais. Mais on n'a pas envie d'entendre ça, des cérémonies. J'en sais rien. Et surtout, Ken Loach, c'est un très mauvais exemple, ma chère Françoise, parce que lui, il est de gauche tout le temps et partout. Et alors? Tandis que les quelques exemples qu'on a. Mais Pierre Ninet, il est tout le temps de gauche partout. Attendez, Pierre Arditi, je l'aime beaucoup. Non, mais moi, je parle pas de Pierre Arditi. Vous trouvez qu'il est de gauche partout, Pierre Arditi? Non, mais moi, je parle pas de ça. On est d'accord sur une chose, c'est que Franck Dubosc a été génial. Ce que je disais tout à l'heure, la question que je posais à Gilles il y a quelques instants, c'est de dire, ce qui est quand même dommage, pardon de le dire aussi, c'est que les succès populaires ne sont pas récompensés. Le comte de Monte Cristo. 9 millions d'entrées, un petit truc en plus de 10 millions. 14 nominations. Et en fait, ils ont récolté quoi? Mais rien. Les décors et est-ce que ça, vous considérez que c'est politique depuis la nuit des temps? Non, c'est un truc quelque chose de plus. C'est de dire, mais pourquoi depuis la nuit des temps? La comédie, le petit truc en plus. La comédie, le petit truc en plus. Plus de 10 millions de téléspectateurs. Mais en fanfare aussi, moi j'adore. Et encore une fois, quand on est de gauche, pardon, le handicap, justement, les aider, c'est une valeur de gauche aussi. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ressortent sans rien. Mais non, mais pourquoi est-ce que vous en faites un combat politique? C'est juste que c'est juste que les types de l'Académie des Césars, à un moment donné, c'est eux qui votent. C'est ça. Il faut les changer alors. Il faut les changer. Il faut de la parité. Je suis désolée. Elle est gangrenée. Gilles Boussingaud voulait répondre. Oui, sur les succès populaires. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je parlais de la comédie, un petit truc en plus, qui a quand même fait 10 millions de téléspectateurs. De spectateurs, pardon, n'a reçu aucun prix. C'est dommage. Et très peu de nominations. Voilà, c'est ça, très peu de regardez le merveilleux film. Le Comte de Monte Cristo. Ah oui. En fanfare, mais moi je regrette. Exactement. Bien sûr, c'est très à gauche. Donc c'est dommage. Ça prouve qu'on s'éloigne des spectateurs et qu'on les ridiculise, ces spectateurs-là, qui aiment le cinéma et qui vont voir ça, un petit truc en plus. Et le Comte de Monte Cristo, eux ne sont pas. Mais il faut voir Emilia Pérez aussi, parce que Emilia Pérez est un immense succès. Il faut le voir aussi. Pourquoi vous en faites un truc d'idéologie? Françoise Emilia Pérez a eu une multitude de prix pour des raisons évidentes qui n'ont rien à voir avec l'art. Mais c'est pas possible que vous disiez ça. Vous savez très bien, vous êtes le premier à m'avoir vanté Emilia Pérez. Mais je le trouve très bon. Vous êtes en train d'expliquer qu'il a eu parce qu'il parle d'un transgenre. Oui, je ne lui aurais pas donné le prix. Mais vous racontez. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Vous m'avez fait le numéro sur Emilia Pérez. Vous m'avez fait le numéro. Mais je n'aurais pas donné le prix. Plaisantez pas. Oui, mais à la limite, quelles que soient les qualités d'Emilia Pérez, très bien, qu'elle ait gagné des prix, je le comprends. Mais ça justifie pas forcément de mettre un film comme Le Comte de Monte Cristo de côté. Parce que c'est un film qui a plu à toutes les générations. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Donc ça, c'est ostracisme quelque part. Pour moi, c'est un peu politique. Est-ce que quelque part, le cinéma populaire était mieux récompensé à l'époque, 76, le film qui rafle tout, c'est Le Vieux Fusil, qui est quand même un magnifique film populaire, non? Je sais pas si il est populaire, Le Vieux Fusil. Ah bah si, ça a bien marché en salle. Prenez un bon film. Non, mais c'est un très bon film. Le malheureux Philippe Noiret, on lui fait faire de l'exercice physique pendant la moitié du film. Ah non, mais ça dépend ce qu'on appelle un bon film. Ce qu'on peut appeler ça dépend de la définition qu'on donne au cinéma populaire. Le cinéma populaire, pour beaucoup, c'est le cinéma de Georges Lautner.
Oui. J'ai eu la chance de rencontrer ce grand réalisateur qui un jour me dit, moi j'ai fait du cinéma parce que j'avais besoin de manger, mais il me dit, je me suis toujours diverti en faisant du cinéma. Les films qui font pleurer ou qui font réfléchir, ça m'intéresse pas. Moi j'y vais pour rêver. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui dis, bah oui, évidemment. Et ça, il a eu un succès immense en salle. Ça l'a pas empêché parfois de vouloir faire des films plus sérieux. Par exemple, Le Professionnel avec Belmondo, qui est dramatique et politique. Et politique, oui, bien sûr. L'essentiel, c'est quoi? C'est les tontons flingueurs. Non, mais bon, les films populaires, c'est Gérard Houry, bon, bien sûr. Et voilà, exactement. On tombe tous d'accord pour dire que les aventures de Rabbi Jacob, c'est bien. Mais c'est éminemment politique. Et pour fêter ça, je vous donne 2 Shabbats la semaine prochaine. Les amis, merci beaucoup Gilles Boussingaud d'avoir été avec nous. Il est très journaliste. Vous avez un journaliste d'un journal de droite. On voit que vous avez travaillé au Figaro, vous êtes excellent. Merci beaucoup. Je connais sa plume, mais je ne savais pas qu'il était si bon en radio. Pour un type de droit, vous pouvez revenir. Bon, écoutez, alors avec plaisir. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup Philippe David et notre équipe formidable. Et dans un instant, Philippe David reste ici. Et bien tout de suite, oui, le G500 citoyen avec 2 très belles associations, les Papillons. Vous entendez? Oui, bien sûr, la musique de Rabbi Jacob. Et on parlera également de la CAPSA pour l'inclusion. Il va parler, il va danser même. Allez, passez. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.